Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, ici votre animateur Jerry Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Cette semaine, qui reçoit comme invité, c'est nul autre que le député de Gouin pour Québec solidaire, et j'ai nommé Gabriel Nadeau-Dubois. Fait qu'un gros merci à Gabriel d'être venu pour une deuxième fois. Malgré son horaire chargé, il a réussi à me trouver une petite place puis à venir pour revenir encore une fois au WhatsApp Podcast. Un gros merci. On a pu parler de plein d'affaires. On a parlé de, entre autres, de quoi que je trouvais de super important puis qui est quand même très nouveau puis qui est très intéressant, c'est la vente de données personnelles. Tu sais, les données personnelles qui s'accumulent de plus en plus, qui se font voler, qui se font pirater, qui sont... Tu sais, fait que c'est un sujet qui touche pas mal tout le monde. Et que je trouve qu'on parle pas assez souvent. Puis Gabriel, c'est d'entre autres un des premiers que j'ai entendu parler de ça à l'Assemblée. Fait que bref, c'est un sujet que j'ai trouvé super passionnant. On a parlé aussi la réforme du mode de scrutin en politique, t'sais. On a parlé de quoi d'autre? On a parlé de Radio X. On a parlé du lancement en politique de Éric Duhaime. On a parlé aussi de la liberté d'expression. Vu que c'est un sujet aussi qui est très d'actualité. Excusez, t'es un peu hangover. J'essaie de faire mon intro. Fait que bref, un gros merci à Gabriel d'être venu au WhatsApp Podcast. C'est super apprécié. Juste avant que je vous laisse commencer le podcast, juste vous dire que si vous voulez encourager le podcast, vous aimez ça, vous voulez que ça continue, bien important, si vous voulez l'encourager de façon financière, devenez membre au patreon.com/whatsappodcast. Ça va être dans un lien ici là, qui va arriver là. Puis ça fait en sorte que vous allez avoir tous les podcasts d'avance. Il y a plein de forfaits, 2-3 piastres, d'autres à 10, d'autres à 25. Puis ça fait en sorte que vous allez pouvoir voir tous les podcasts avant qu'ils sortent en ordre chronologique sur toutes les plateformes de diffusion. Et si vous n'avez pas d'argent, mais vous voulez quand même encourager le podcast, vous voulez le supporter, ben vous pouvez m'aider d'une autre façon. C'est juste abonnez-vous à la chaîne YouTube, hein, cliquez sur la cloche pour faire sûr de rien manquer. Vous allez pouvoir laisser un petit commentaire aussi, laisser un petit pouce bleu sur la chaîne YouTube, ça va être tout le temps super apprécié. Ou sinon, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram Jerry Alain et à mon compte Facebook Jerry Alain. Encore une fois, ça va être super apprécié. Dans pas trop long, je vais repartir en tournée durant le mois de septembre avec mon spectacle avec mes... Dans le fond, c'est les meilleures blagues de mes 2 derniers shows. Fait que si vous n'avez pas vu le show Blackout ou Plus pour longtemps, ça va être pas mal une des dernières fois que vous allez pouvoir voir en live. Ou sinon, c'est sûr, je vais le mettre sur... j'ai capté les 2 spectacles, fait que je vais pouvoir le mettre sur Internet sûrement après ça. Là. Bref, je vous tiendrai au courant. Fait qu'un gros merci encore une fois cette semaine à Gabriel Nadeau-Dubois. Puis aussi, je veux remercier mon team de WhatsApp cette semaine. On a encore une fois Alex The Voice, La Voix, Danny Joe Deschaines, Jérôme Arbour et Steve Baudouin alias Mofo. Fait que thank you les boys, asti que vous êtes nice. Sinon, sur ça, je vous laisse écouter le podcast. Je vous souhaite une bonne écoute tout le monde et une très belle semaine. On se revoit la semaine prochaine. Peace out les chums! What's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Je suis super content de recevoir pour la 2e fois Gabriel Nadeau-Dubois. Ça va bien mon gars? Ça va très bien toi? Yes! Ben puis félicitations, là, on a su que tu vas devenir chef. Ben ouais, chef parlementaire. Chef parlementaire. De Québec solidaire. Okay. Parce que dans le fond, nous à Québec solidaire, on a 2 porte-paroles, c'est Manon et moi. Mais à l'Assemblée nationale, il n'y a pas 2 chaises pour celui qui pose les questions au premier ministre au nom de notre parti. Il y a juste une chaise. Il faut choisir qui entre les deux s'assoit dans cette chaise-là. Ça a été Manon depuis 2018. Parce que c'était elle aussi, hein, si on se rappelle, qui était allée au débat des chefs la dernière fois. OK, fait que c'est toi qui vas la remplacer. Et là, elle me passe le flambeau, exactement. Elle me passe le flambeau. Donc, moi, à partir de septembre, je vais être comme le vis-à-vis de François Legault pour Québec solidaire à l'Assemblée. Et
si les membres m'accordent leur confiance, comme on dit dans le jargon, je vais être celui qui va aller au débat des chefs pour Québec solidaire aux prochaines élections, donc en octobre 2022. Ah ouais. C'est quand même jeune dans une carrière, ça? Oui et non. OK. Oui, dans le sens où, bon, je vais avoir 32 ans, donc pour les élections. C'est jeune, en effet. Mais de toute manière, en même temps, ça fait un petit bout que je roule ma bosse aussi. On te voit souvent, là, aussi. Puis, tu sais, moi, j'ai commencé à faire de l'engagement politique. J'avais quoi? J'avais 16-17 ans, donc ça fait quand même une quinzaine d'années que je roule ma bosse. Puis, dans les 4 dernières années, j'ai appris beaucoup de choses. Hein. J'étais arrivé en politique, j'avais 27 ans. Ça fait 4 ans que je suis à l'Assemblée nationale. Je commence à avoir un peu de bagage, même si je suis bien conscient que 32 ans, dans les yeux de beaucoup de monde, c'est jeune. Je pense que c'est pas nécessairement un défaut dans la mesure où... Ben non, la jeunesse s'amène la nouveauté aussi. Des hommes de 50 quelques années, on en a eu pas mal au pouvoir, là. Je pense qu'essayer autre chose, ça peut pas faire de tort. OK. T'es rendu à quoi, ton deuxième mandat que t'as fait? Ouais, moi, j'ai fait, dans le fond, j'ai été élu en 2017 pour... dans une élection partielle. Donc, j'ai fait juste 1 an et demi. Puis ensuite, il y a eu des élections générales en 2018. Et là, j'ai fait je termine mon premier mandat. Fait que j'ai été élu en mai 2017. Donc, ça a fait 4 ans là, en mai dernier. OK. Ben, en tout cas, félicitations pour ton nouveau poste. Oui, je suis content. C'est un gros défi. Ouais. C'est un gros défi. C'est le plus gros défi de ma vie, sans aucun doute. Mais j'ai 1 an pour me préparer. Ouais. C'est ça que je vais faire la prochaine année. Puis là, il a fallu que tu arrêtes ton podcast, justement, à cause de ça, parce que ça va prendre trop de temps. Il faut faire des choix dans la vie. Hein. Tu sais, quand tu essaies de faire trop d'affaires en même temps, t'es fait tout à moitié, là, au corps. Là. Puis c'est un projet que j'aimais beaucoup, mon projet de podcast. Le Comité des idées dangereuses. Je me suis amusé pendant plus de 2 ans. On a abordé tellement de sujets intéressants, passionnants, le fun. D'ailleurs, les épisodes sont encore en ligne. Vous allez les écouter. Mais on peut les écouter, justement. Ils sont sur toutes les bonnes plateformes. Sur YouTube, sur Apple Podcast. Ils sont partout. Puis c'est ça. J'ai eu beaucoup de plaisir, mais là, l'an prochain, tu sais, faut que je me concentre sur me préparer pour la prochaine élection. Faut que je me concentre à affronter François Legault. Puis il faut que je fasse des choix. Puis je suis un garçon qui aime faire beaucoup d'affaires dans la vie. Mais là, j'ai envie de me concentrer un peu plus dans la prochaine année. Moi, je trouve ça nice quand même, le fait que, tu sais, je te suis beaucoup sur les réseaux sociaux, entre autres sur Instagram, tu sais. Puis, tu sais, c'est comme un peu... c'est un peu comme un influenceur, tu sais, comme tout est... c'est super bien fait, tu sais, Mais je trouve ça important. Ouais, puis tu sais, t'apprends beaucoup, tu sais, mon frère, on se parle pas tant de politique, mais par exemple, tu sais, quand il me partage de tes affaires, puis il fait « Hey, est-ce que ça n'a pas de sens? » À un moment donné, je pense que c'était l'affaire du Cirque du Soleil. Ça n'a pas de sens, ça. Puis il me partage ça. Je fais « Chris, man. » Je trouve ça super important de faire ça. Non, tu vas rejoindre comme un autre public. Ouais, ben d'un, je trouve ça important d'être présent sur toutes les plateformes, tu sais, parce que moi, je suis bien conscient là, que les gens de ma génération, surtout un peu plus jeunes que moi, ils n'ouvrent pas le devoir le samedi matin. Là. Mais non, c'est ça. À 6 h le soir, avant de souper, là, ils n'ouvrent pas le téléjournal TVA. Là. Les gens s'informent. Une partie grandissante du monde au Québec qui ne s'informe plus là. C'est super bien monté. Moi, je trouve ça important d'être sur toutes les plateformes. Puis je trouve ça important de parler de politique puis d'expliquer les enjeux politiques. Puis vulgariser ce qui se passe à l'Assemblée nationale pour que le monde comprenne que non, c'est pas si loin de toi que ça. Ça se passe pas sur une autre planète. Ça se passe pas dans un autre pays. Ça se passe ici, ça se passe maintenant, puis ça nous concerne tous. T'sais. Ça va avoir un impact sur toi. Ouais, il y a une phrase, moi, de Michel Chartrand qui est un peu mon slogan que je me répète à moi-même tout le temps. C'est si tu t'occupes pas de la politique, c'est la politique qui s'occupe de toi. Puis je pense qu'on n'a pas les moyens de laisser encore tout le temps le même establishment prendre des décisions à notre place. Regarde ce qui se passe avec la crise écologique. On s'en va droit dans le mur, on le sait. On va laisser la même gang qui est au pouvoir depuis 30-40 ans puis qui a créé ce problème-là, essayer maintenant de le régler. T'sais, moi, je pense que c'est super important de faire ce travail-là, de vulgariser les enjeux politiques puis d'essayer de faire comprendre au monde que non, c'est pas hors de ta portée. Tout le monde est capable de comprendre les enjeux politiques. La politique, c'est pas un truc juste pour une élite, c'est un truc pour tout le monde. Vous sentez-vous l'impact que vous commencez en importance de plus en plus à avoir, tu sais? Parce qu'au début, c'était Québec solidaire, c'était le parti. C'était le parti que le monde riait. Je pense que depuis 2018, là,
Ouais, tu sais, vous qu'il gagnez beaucoup. Ouais, puis je pense qu'il y a encore du monde pas d'accord avec nous, puis il va toujours en avoir. On est dans une démocratie, là, il n'y aura jamais 85% du monde d'accord avec moi. Si c'était le cas, ce serait inquiétant. Ouais. Les pays où 85% du monde vote le même bord, c'est pas des pays dans lesquels j'ai envie d'aller vivre comme citoyen. Fait que on n'aura jamais 90% du monde d'accord avec nous, mais les gens ils rient plus quand ils entendent parler de nous. On a pris de la crédibilité. Puis pour moi, la crédibilité, c'est pas d'avoir des chroniques gentilles dans le Journal de Montréal. La crédibilité, c'est quand on parle, les gens y écoutent. Ouais. Peut-être pas toujours d'accord, mais ils écoutent. Puis ils nous prennent au sérieux comme du monde qui sont sérieux dans notre démarche. Puis oui, moi, je l'ai senti juste en 4 ans, cette crédibilité-là qu'on a gagnée. Vous voyez, vous faites voir moins comme un parti comme marginal ou... Oui, puis aussi parce que nos idées sont restées les mêmes. Tu sais, il y a 5 ans, là, même pas 5 ans, à la dernière élection, il y a 3 ans, on parlait de l'importance d'avoir 100% de véhicules hybrides ou électriques au Québec dans quelques années, en 2030, 2035. À cette époque-là, tous les médias nous ont ridiculisés. Mais guess what? L'an passé, la CAQ dépose son plan puis prévoit la fin de la vente des véhicules seulement à essence autour de tout ça, 2035-2040. Donc, oui, nous, on a pris la crédibilité, mais aussi la crise écologique, pour reprendre cet exemple-là, est encore là, est plus grave que jamais. Puis il y a du monde qui, il y a 5 ans, riait de nos idées, aujourd'hui, les propose. Ouais, parce qu'ils ont bien vu que, ben oui, c'est vrai, on n'a pas le choix de faire des gros changements si on ne veut pas rentrer dans le mur. Ouais. Puis est-ce que, dans combien de temps vous pensez envisager de peut-être prendre le pouvoir? Ou... Moi, j'aime mieux faire des prédictions de hockey que des prédictions politiques. OK. Parce que, tu sais, la démocratie, ça veut dire que c'est pas moi qui décide. C'est le monde qui va décider. Ouais. Est-ce qu'ils vont décider de nous mettre au pouvoir en 2022, l'an prochain? Peut-être. Est-ce qu'ils vont nous confier l'opposition officielle l'an prochain? Peut-être. Ouais. Ça va-tu prendre 5, 10, 15 ans? Peut-être. Moi, je le sais pas, puis j'aime pas ça, tu sais, faire de la politique fiction, puis dire, d'après moi, dans 6 ans, le fruit va être mûr. Ouais. Tu sais, il y a des partis qui prennent jamais le pouvoir. Il y a des partis qu'on pense qu'ils le prendront pas, puis qu'ils le prennent. La CAQ, c'est un bel exemple. Hein? Après les élections de 2012, les chroniqueurs politiques disaient, prendront jamais le pouvoir, ça marchera pas. Bang, 2 élections plus tard, ils sont au pouvoir. On disait de Québec solidaire, ils sortiront jamais de Montréal. Bon, à cette heure, on a la moitié de nos députés à l'extérieur de Montréal. Ben ouais, Rouen-Noranda. Ils en feront jamais lire plus que 3. On est rendu 10. Fait que, tu sais, moi, je vais continuer à travailler super fort. Je vais essayer d'utiliser toutes les opportunités pour parler de notre projet de société, de mon projet de société. Puis, c'est les gens qui vont décider. Ouais. Tu parles de... T'as souvent remis d'en face à François Legault pour la réforme du mode de scrutin, là. Puis qui est une très bonne idée. Là, tu veux-tu l'expliquer justement? Oui, bien, tu sais, il y a plein de manières de voter. Hein. Il y a plein de systèmes électoraux. Puis nous, au Québec, puis au Canada, on a le pire. Il y en a comme plein. Du plus démocratique au moins démocratique, puis on a le moins démocratique. Pourquoi est-ce que c'est le moins démocratique? Parce que si tu es dans une circonscription, dans un comté qui a toujours voté libéral, par exemple. Il y en a quand même une couple au Québec. Hein? Ouais, comme moi à Gatineau. Bon, exact. Puis ça a toujours été libéral depuis longtemps. Puis ça gagne par des énormes majorités, mettons dans l'ouest de l'île de Montréal. Si toi, tu es un électeur du PQ, ou un électeur de la CAQ, ou un électeur de Québec solidaire, ou un électeur du Parti vert, peu importe, tu sais, si tu es bien motivé, tu vas aller voter pareil. Mais au fond, là, tu le sais bien que tu n'as aucune chance de gagner ton vote. Au sens que tu sais bien que tu vas voter, tu vas donner 1,50 $, 2 piastres, je ne sais plus c'est rendu combien, au parti pour lequel tu as voté, mais ton parti n'a aucune chance de remporter le comté. Donc ton vote, il compte-tu vraiment? Il compte pas mal moins que dans une circonscription où il y a 3 partis qui sont à quasi-égalité, où là, chaque vote peut faire une différence. Ça, c'est le problème de notre système électoral qui s'appelle le mode uninominal majoritaire en tour. Parce qu'après ça, si tu mets tout ensemble, tous ceux qui auraient voté, des fois, il y a une plus grosse pourcentage de partis que de la population. En ce moment,
La CAQ a plus d'une soixantaine de députés sur 125 qui ont plus de 50% des sièges à l'Assemblée nationale. Mais c'est quoi, 20 quelques % des électeurs qui ont voté pour la CAQ ou 30 quelques % aux dernières élections. Ouais, ça fait plus tant de sens. Exact. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un mode de scrutin plus démocratique. Ce qu'on appelle, c'est de le rendre plus proportionnel. C'est-à-dire que entre la proportion de vote puis la proportion de sièges à l'Assemblée, il y a moins de différence. Que ça se ressemble plus. Que si tu as 15 % des votes à l'échelle du Québec, mais que tu as quelque chose autour de 15 % des sièges à l'Assemblée, 15 % des députés. Si tu as 40 % des votes, que tu as quelque chose autour de 40 % des sièges à l'Assemblée, 40 % des députés. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe d'un mode de scrutin proportionnel. Puis là, il y a plein de petits détails, là, parce qu'il y a plein de modèles de proportionnel, il y a plein de sortes de proportionnel. Mais on avait un deal, on avait une entente, tous les partis politiques, sauf les libéraux, signé chacun. J'étais là, je l'ai signé. François Legault était face à moi, il l'a signé. Puis le deal, c'était on transforme le mode de scrutin d'ici la prochaine élection, donc d'ici l'élection de 2022, pour avoir un mode de scrutin plus proportionnel, donc plus démocratique, pour que chaque vote compte au Québec, puis qu'on ait une démocratie qui est plus représentative des idées des Québécois et des Québécoises. Et il y a quelques mois, François Legault a décidé de rompre sa promesse, donc il a dit aux autres partis, finalement, je le ferai pas. Puis ça, c'est terrible, hein, parce que c'était une promesse. Puis c'était une promesse d'améliorer la démocratie québécoise. Fait que briser une promesse comme ça, c'est alimenter le cynisme, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sentent que leur vote compte pas, qui sentent qu'ils n'ont pas leur voix dans la démocratie québécoise, puis qui espéraient enfin avoir un système politique plus représentatif. Puis là, François Legault vient de dire à ce monde-là, désolé, moi, ce système-là m'a permis de me faire élire, fait que je ne changerai pas. C'est très cynique. C'est pas à son avantage, dans le fond. C'est très cynique. C'est un peu comme les libéraux aussi. C'est la raison pour laquelle les libéraux ne veulent pas transformer le mode de scrutin. Parce qu'ils savent que le système actuel leur a permis de gouverner pendant tellement longtemps. Un fou d'une poche, hein? Ils ne veulent pas le changer. Est-ce qu'on peut parler tant de démocratie quand ils font passer des lois sur le bâillon parce qu'ils ont la majorité? Tu sais, la démocratie, c'est... Comment dire? Il y a plein de sortes de démocratie, puis c'est comme un continuum, la démocratie. Dans les moments où des partis comme ça brisent leurs promesses, dans les moments où le bâillon est utilisé, dans les moments où les gouvernements n'écoutent pas la population qui se mobilise, c'est sûr que c'est des moments qui sont moins démocratiques, c'est des moments où il y a moins de démocratie. Est-ce que ça fait en sorte qu'on n'est plus du tout dans une société démocratique? Ça, il faut quand même faire attention parce qu'il y a des pays où le monde, ils n'ont pas le droit de vote, ils n'ont pas la liberté d'expression, ils ne peuvent pas s'organiser, ils ne peuvent pas faire des grèves, ils ne peuvent pas faire des mobilisations. On n'est pas d'une dictature non plus. Exactement. Mais c'est sûr qu'on a une démocratie qui est très imparfaite. On pourrait l'améliorer, puis il faudrait l'améliorer. Puis on a les moyens aussi. Oui, on a les moyens. On a une population qui est, contrairement à ce qu'on entend parfois, où il y a un bon niveau d'éducation, bien mieux qu'il y a quelques années, il y a quelques décennies. Puis je pense aussi que la démocratie, c'est un pari comment dire, il faut faire le pari pour le réussir. C'est-à-dire que quand tu donnes du pouvoir aux gens, les gens, ils se responsabilisent. Si tu leur donnes pas de pouvoir, c'est sûr qu'ils vont avoir tendance à laisser les choses aller. Okay. Si sur un milieu de travail, si les gens dans leur milieu de travail, on leur dit « Hey, les décisions là, sur comment va marcher la boîte, sur comment va marcher la shop, sur comment on va administrer l'entreprise. » Si ces décisions-là, on disait, on va les prendre démocratiquement, tout le monde ensemble, là, le monde, il s'impliquerait. Là. Peut-être qu'il s'informerait plus. Oui, puis il serait bien moins, je m'en fous, c'est le boss qui va gérer les problèmes. Si ça devient tes problèmes à toi, tu t'en occupes. La démocratie, c'est comme ça que ça marche. C'est comme une roue qui tourne. Puis quand tu la pars, ça peut créer comme un cercle vertueux. Puis le monde, ils savent que ils ont une responsabilité, donc ils s'engagent. Plus ils s'engagent, plus ils connaissent les enjeux. Plus ils connaissent les enjeux, plus ils s'engagent. Puis là, ça va comme ça. Puis à l'inverse, moins il y a de démocratie, plus les gens se désengagent, ils deviennent plus égocentriques, ils s'occupent de leurs petites affaires. T'sais. Fait que moi, je pense que la roue de la démocratie, si on la fait tourner dans le bon sens, c'est comme ça qu'on peut changer les choses. Tout à l'heure, j'ai mentionné le bâillon, puis c'est pas tout le monde qui est comme...
est conscient de c'est quoi, là. Ouais. Tu veux-tu l'expliquer, ça ressemble Ouais, ça me fait plaisir. J'aime ça, raconter les coulisses de l'Assemblée nationale. Ben, dans le fond, habituellement, là, quand le gouvernement veut faire adopter un projet de loi, mettons, le fameux projet de loi sur la laïcité, là, sur le port des signes religieux. Là. Ouais. Quand le gouvernement veut faire adopter un projet de loi comme celui-là, il y a comme tout un processus. T'sais, au début, il y a des consultations publiques. Ça, c'est des citoyens ou des associations ou des groupes qui viennent dire au gouvernement, mais aussi aux autres députés de l'opposition, qu'est-ce qu'ils pensent du projet de loi. On est d'accord avec ça, on n'est pas d'accord avec ça. On voudrait changer ceci, on voudrait changer cela. On est contre au complet, on est pour au complet. Bref. Ça commence comme ça. Après ça, il y a un débat à l'Assemblée nationale. Puis après ça, on fait une commission parlementaire. Puis ça, c'est la commission parlementaire. C'est une réunion qui peut durer parfois des mois où on prend ligne par ligne, article par article du projet de loi, puis on discute, puis on le réfléchit, puis on peut faire des amendements. Même moi, si je suis dans l'opposition, je peux faire des propositions pour bonifier le projet de loi. Puis là, on travaille comme ça. Puis des fois, c'est très long. Mais tout le monde est gagnant. Tout le monde a son mot à dire. Tout le monde peut mettre son grain de sel. Puis c'est comme ça qu'on améliore les projets de loi. Puis c'est comme ça que la démocratie dans un parlement, ça fonctionne. Mais c'est sûr que ça prend du temps. C'est sûr que en dictature, les choses vont plus vite. Il y a un boss qui décide, puis c'est tout. Mais quand tu as une démocratie parlementaire, tu fais ce travail-là, c'est long. Bon. Le bâillon, c'est quoi? Ben, le bâillon, c'est le moment où le gouvernement dit là, je t'ai écœuré, je suis tanné, ça va passer vite. C'est une procédure qui existe au Parlement. Puis là, il bâillonne les oppositions, donc il n'y a plus de débat. Le débat est ultra accéléré en quelques heures seulement. Et là, le gouvernement, dans le fond, force l'adoption rapide et précipitée du projet de loi, puis il court-circuite les débats puis les processus traditionnels qui permettent d'améliorer le projet de loi. C'est comme le couperet qui tombe, clac, puis il dit c'est fini, c'est adopté. Puis est-ce qu'il y a un petit débat même pas ou je pense que tu n'as pas le temps de l'étudier comme même pas genre 48 heures pour. Mais dans le fond, tu as quelques heures là, parce que le bâillon, c'est pas automatique, c'est pas en claquant des doigts, mais disons au lieu de prendre plusieurs semaines ou plusieurs mois pour essayer de travailler un projet de loi puis l'améliorer, il va être adopté en une demi-journée ou en 24 heures. Ouais, c'est ça. Donc, c'est en quelques heures à peine. C'est une manière de couper court au débat démocratique. Puis là, toi, t'as pas le temps d'étudier tout. T'as pas le temps de faire le travail, mais les gens n'ont pas le droit de se mobiliser. Les gens n'ont pas le temps de se mobiliser parce que c'est ça aussi. Hein, pendant que nous, on travaille à l'Assemblée nationale, là, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur du building? Ben, il y a des citoyens et citoyennes qui se mobilisent, il y a des manifestations. Le fait que ça prend du temps, ce qu'on fait à l'Assemblée, ça donne le temps aussi au mouvement citoyen de prendre la parole, de s'exprimer, puis c'est ça qui permet d'avoir un débat démocratique sur les décisions qu'on prend. Quand tu court-circuites ça, chop, ben là, tout arrête, puis le débat, en temps de 24-48 heures, il est fini. Les choses sont emballées, on passe au prochain appel. Puis là, c'est quoi? Faut voter? Puis dans le fond, le gouvernement force un vote très rapide. Puis là, ils sont majoritaires. Donc, fait qu'ils sont sûrs de l'avoir. Ils sont sûrs de l'avoir. Puis cette procédure-là, elle n'a pas été inventée comme ça. À l'époque, c'était censé être exceptionnel. C'était censé être, mettons, qu'il y a une catastrophe naturelle. Il y a un événement majeur. Puis il faut, pour des raisons d'urgence nationale ou de sécurité nationale, adopter super vite un projet de loi. C'est comme ça que ça a été réfléchi, cette procédure-là du bâillon. Puis depuis quelques décennies, ça a été détourné. C'est devenu juste un outil politique. Parce que là, on l'entend pour les gouvernements souvent, qui sont tannés de débattre. Puis quand on est tanné de débattre, on coupe le débat, on force le vote, puis ça passe. Tu sais, dans son mandat, on l'a entendu 3 fois au moins? Le gouvernement actuel, c'est le gouvernement qui l'a le plus utilisé depuis des décennies. C'est un gouvernement qui... Tu sais, ils ont des bons sondages, ils ont une grosse majorité, ils regardent ça, ils se disent on s'en balance. On s'en balance des oppositions. On s'en balance du monde qui se mobilise. On s'emballe. On fonce dans le tas. On fait ce qu'on veut. Ferme ta gueule, c'est moi qui décide. C'est ça l'attitude de ce gouvernement, de ce parti-là. Puis c'est une attitude qui est, tu sais, qu'on dit de l'arrogance en politique, là. C'est ça. Je veux même pas les entendre, tes arguments. J'ai raison, ferme ta gueule, moi j'avance. Puis c'est ça qui te tanne le plus, mettons, de la game de politique. Ça vient me chercher. Ça vient me chercher. Tu sais, moi, je m'attends pas à être d'accord tout le temps avec la CAQ, t'sais. Comme je m'attends pas à être tout le temps d'accord avec le PQ. Ça fait partie de la job. Avec les libéraux. C'est normal, on est dans une démocratie, on débat. Si on était tous d'accord, on serait tous dans le même parti. Je veux dire, c'est normal d'avoir des débats de société. Mais
moi, je crois, je suis peut-être un peu naïf, là, moi, je pense que le débat, c'est important, c'est sain. L'échange d'idées, ça sert à quelque chose. Puis moi, cette attitude-là, des gens qui arrivent au pouvoir, puis que parce que ça donne qu'en 2018, c'est vrai, ils ont eu une grosse majorité. Une grosse majorité, pas de vote, une grosse majorité de députés à l'Assemblée, parce que c'est pas la majorité des Québécois qui ont voté pour la CAQ, mais c'est eux qui ont eu le plus de votes. Mais cette idée que ça leur donnerait comme carte blanche, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, puis que ça leur donne le droit de mépriser les gens qui s'opposent à eux. Puis quand quelqu'un dit « Hey, moi, la loi contre les signes religieux, là, je suis pas d'accord avec ça. » Puis que la réponse, c'est pas « Ben, OK, on est en désaccord, mais que la réponse, c'est « Ben, toi, tu défends pas le Québec. T'es pas un vrai Québécois. Tu défends pas les valeurs québécoises. » C'est un autre affaire. C'est un autre game, là. Entre on n'est pas d'accord, entre on est tous des Québécois, puis on n'est pas d'accord sur ce qu'on devrait faire avec le Québec. Ça, c'est une chose, mais si t'es pas d'accord avec moi, tu défends pas les valeurs québécoises. Oh, on vient de changer de registre, là. Ouais. On vient de changer de game. Parce qu'on vient de dire, si vous êtes pas d'accord avec moi, là, vous n'êtes pas vraiment des vrais Québécois. C'est dangereux, ça. Ouais. C'est dangereux rentrer là-dedans. Ben, c'est ça qu'on entend souvent. Ben là. oui, c'est ça qu'on entend. Tu sais, il y a de moins en moins de débats, puis tout le monde se pointe du doigt. Ouais. Soit en se traitant juste ça de t'es pas un vrai Québécois ou toi t'es un raciste parce que tu penses ça, puis ça coupe le débat. C'est important Ben ouais. de réapprendre puis d'apprendre à débattre. Puis débattre, là, ça peut vouloir dire des affaires pas le fun. Tu sais, débattre, ça peut vouloir dire parler d'affaires qui sont pas agréables. Ouais. Puis dire à Des tabous. ton mononcle au souper de Noël qui fait un commentaire, limite, tu dis Hey, mononcle, c'est limite en esti ton commentaire, là. Ouais. Pourquoi tu dis des affaires de même? Viens, on va prendre une bière, on va en jaser. Ça veut pas dire que tu lui lances ta fourchette. Mais non. Mais puis que tu dis, puis je veux plus jamais te parler, puis t'es un ci, puis t'es un ça, mais être capable de tracer les lignes, dire, hey, spécial, ce que tu viens de dire là, mon mononcle, viens là, on va s'asseoir, on va en jaser. Moi, je crois à ça. Je crois à ça. Ben ouais. Il y a un sujet que je veux vraiment te parler parce que moi, en tout cas, ça me fait peur. Puis t'es le premier que j'ai entendu parler de ça. Ouais. C'est les ventes de données. Ouais. Tu sais, les ventes de données, au début de la première fois que je n'avais entendu parler, c'était pour attirer les pharmaceutiques. Ouais. Puis là, c'est rendu que t'en entends, je pense que c'est les données des enfants, la dernière affaire que tu parlais, où j'avais entendu. Ouais. Puis, hey man, c'était peur, hein? Pareil, ça. Ouais, c'était peurant, puis j'essaie d'en parler puis de pas avoir l'air de me prendre pour être dans un épisode de Black Mirror, là, mais c'était peurant pour vrai, tu sais. Dans les dernières années, on a assisté à l'émergence de méga entreprises, OK? Dont le modèle d'affaires, la manière de faire de la business, la manière de faire du profit, c'est d'accumuler le plus de données sur les gens pour ensuite faire de l'argent avec ça. C'est quoi les données? Ben, c'est tes données de géolocalisation. T'étais où? À quel moment? Combien de temps t'étais là? Combien de temps t'étais là? Sur quoi tu cliques? Sur quoi tu passes le plus de temps à regarder? C'est quoi tes recherches sur le web? Qu'est-ce qui revient souvent dans tes conversations sur Messenger avec tes amis? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut reconnaître sur les photos que tu postes? Parce que c'est souvent des photos de bouffe. L'intelligence artificielle sont capables de voir si dans ta photo c'est de la bouffe, ou si c'est un paysage. Les algorithmes sont capables de reconnaître ce qu'il y a sur les photos. Tu étais à proximité de qui? Tu es allé dans quel commerce? Dans quel commerce est-ce que tu t'es géolocalisé? Sur Google Maps, quel trajet tu as planifié de faire? Sur Waze, quel trajet tu as planifié de faire? Où est-ce que tu vas passer? Etc. Mais c'est rendu extrêmement large. Ou même si tu utilises l'application, mettons, une application de fitness, d'exercice, mais c'est quand que tu fais de l'exercice. Jusqu'où va ton rythme cardiaque? Maintenant, là, tout est enregistré. Puis ces entreprises-là, souvent, parfois, ils te demandent la permission. Des fois, ils ne te demandent pas. Des fois, ils te demandent dans le cadre d'un formulaire qui fait 75 pages, puis que, dans le fond, on sait bien que personne ne lit ça. Les termes et conditions. Ben oui, cliquez ici si vous voulez accepter. Ben oui, j'accepte. Bing bang. Tout le monde sait que ça fonctionne comme ça. Bon. Et ces données-là, c'est une nouvelle matière première pour faire de l'argent, puis les vendre pour soit faire de la publicité ciblée,
Donc, les ventes à des entreprises qui vont te présenter de la publicité en fonction des données qui ont été récoltées. Mais ça peut être aussi des données vendues à des courtiers immobiliers pour savoir si tu es quelqu'un de solvable, ben on va-tu te prêter de l'argent. Ça peut être vendu maintenant à des propriétaires pour savoir tu as quel style de vie, on veut-tu vraiment te louer un appart. C'est des données qui peuvent être vendues à des firmes de ressources humaines pour que si un employeur veut savoir, je l'embauche-tu lui, c'est un gars straight, c'est un gars pas straight, il va-tu dans un bar pas mal? Je donne un contrat à une compagnie de courtage de données qui va aller, comme on dit, gratter l'Internet. Puis, ouais, non, il va pas mal d'un bar. OK, c'est pas mon genre d'employé, désolé, on vous retient pas, monsieur. Donc, là, je donne quelques exemples comme ça, mais ça, c'est des pratiques qui sont documentées, qui existent, qui sont largement répandues. Et c'est fou, c'est poussé à l'extrême. Ah oui, c'est poussé à l'extrême. Et les gens le savent pas. Ah ouais. Et les gens le savent pas, donc ça pose la question, est-ce qu'on n'est pas un peu en train de se faire exploiter? Est-ce que nos données personnelles, notre vie privée, n'est pas en train de devenir... Est-ce qu'on n'est pas en train de se faire exploiter, non pas dans notre temps de travail, mais dans notre vie personnelle, par des grandes entreprises, les deux plus grandes, on les connaît, c'est Facebook et Google, qui font des zilliards de profits avec ça. Ça pose, je pense que avec la crise écologique, là, dans les prochaines années, c'est un énorme défi de société. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Grosse question. Puis les gouvernements aussi récoltent des données. Souvent, ils le font de manière légale. Mais la question, c'est qu'est-ce que le gouvernement font avec? Puis là, ce qu'on a entendu dans la dernière année, c'est quelques aveux de la part du gouvernement de la CAQ à l'heure actuelle qu'eux autres, ils se font approcher par des entreprises, notamment des entreprises pharmaceutiques, qui trouvent que, la base de données là, de l'assurance maladie au Québec, là, de la RAMQ, là, il y en a de la donnée là-dedans. Ça, c'est quoi? C'est-tu ton dossier médical, ça? Ou, c'est quoi qu'ils vont vendre? C'est... Évidemment... Je suis pas dans le bureau du ministre de la Santé. Ouais. C'est dur à dire, mais ce qu'on comprend, c'est étant donné qu'on a un système de santé qui est centralisé au Québec. Mettons, aux États-Unis, c'est privé, OK? Fait qu'il n'y a pas une seule institution où il y a toutes les données de santé de tous les Américains. C'est réparti dans plein de centres hospitaliers puis dans plein de cliniques privées un peu partout. Au Québec, on a l'avantage d'avoir un seul système de santé public qui centralise les données toutes en même place. Fait qu'on a sur des décennies des données sur la prévalence de certaines maladies, sur selon les âges, selon les sexes. On a des données sur les commandes de combien de tels médicaments sont prescrits. On a beaucoup de données. Et pour les entreprises pharmaceutiques, ça peut être très intéressant pour faire de la recherche. C'est pour ça que les autres, ils veulent quoi ça. Développer. Exactement. Donc, ça vaut très cher pour les entreprises privées, ces données-là. C'est une source de profit incroyable. Et les entreprises privées, notamment les entreprises pharmaceutiques, approchent le gouvernement. Il y a des lobbyistes dont le travail à temps plein, c'est d'essayer de convaincre le gouvernement 17 lobbies. de leur donner ces données-là pour qu'ils fassent de l'argent avec. Ça, c'est très inquiétant. Marissal, je pense. Vincent Marissal, oui. Vincent Marissal, il disait ça, que 17 lobbyistes qui s'approchaient. Pour essayer de développer des partenariats avec le gouvernement pour avoir ces données-là. C'est moi qu'on fasse de la recherche avec les données de santé au Québec pour améliorer la santé de la population, c'est une chose. Mais que ça s'en aille dans le secteur privé, dans des grandes multinationales pharmaceutiques pour qu'eux fassent du profit avec, ça, c'est un autre game. Ben ouais. Caroline, puis là, il y avait des pharmaciens qui avaient vendu justement ces données-là. Il y avait 73 pharmacies. Il y a de temps en temps des scandales sur de l'utilisation de données sensibles qui ne devraient pas se passer comme ça. Donc, en effet, il y a eu notamment un cas documenté au Québec de pharmaciens qui s'étaient fait approcher par les entreprises puis qui avaient vendu les données de leurs clients. Évidemment, c'est illégal, mais il n'y a pas beaucoup là, d'instances qui surveillent ces affaires-là au Québec. Est-ce que ça se passe ailleurs? Exactement, parce que c'est nouveau, puis parce que les entreprises, là, ils sont 25 ans en avance sur le gouvernement là-dessus. Donc, c'est un gros défi pour notre génération. C'est un gros défi pour les prochaines années. Comment on va s'assurer de ne pas se faire exploiter puis de ne pas se faire déposséder de notre vie privée? Moi, ça m'inquiète beaucoup. Non, moi, puis en plus, c'est que ces outils-là, là, Facebook, Twitter, Google, Gmail, Instagram TikTok, c'est facile de dire utilise-les pas. Si t'es pas d'accord avec ça, vas-y pas sur Facebook. Je te pose la question, là, toi, avec ce que tu fais dans la vie, là, tu pourrais-tu t'en passer des médias sociaux? Non, c'est ça. Moi, avec ce que je fais dans la vie, je pourrais-tu m'en passer des médias sociaux?
c'est devenu des outils qui sont tellement importants dans notre vie que souvent, c'est même une condition de participation à la vie sociale. Fait que c'est bien facile de dire au monde, t'es pas content, délite ton compte. Ben, c'est plus compliqué que ça. Ouais. C'est plus compliqué que ça parce que ces plateformes-là sont rendues partout dans nos vies puis sont essentielles pour faire plein de choses. Fait que pour moi, la question, c'est pas juste toi comme individu, si t'es pas content, tire la plug. C'est comme société. Est-ce qu'on trouve ça normal que ces entreprises-là aient un free pass pour faire n'importe quoi? Puis si la réponse, c'est non, OK, quelle loi on peut mettre en place? Quelles balises? Quelles règles pour les encadrer mieux? Mais ouais. C'est pas juste une question de toi individuellement, tu veux-tu avoir ou pas Facebook. C'est comme société, on trouve ça normal que les entreprises exploitent comme ça la vie privée? Ben ouais. Puis tu sais, ça, c'est un des sujets, mais tu sais, on l'a vu dans Social Dilemma là, à Netflix. Oui, c'est un excellent documentaire, ça, pour comprendre un peu là, tout ce dont on vient de parler. L'addiction des réseaux sociaux. Oui, c'est l'autre aspect. Ben oui, puis tout qu'est-ce qu'ils en font. Tu sais, il y avait aussi Cambridge Analytica, là, où justement, il parlait de ça, puis que ça avait rapport même dans les bulletins de vote aux États-Unis. Ben oui, ça peut être utilisé aussi pour influencer les élections. Le scandale de Cambridge Analytica, grosso modo, c'est une entreprise privée qui a acheté des données, a d'abord, comme on dit, gratté l'Internet pour aller chercher des données qui sont publiques, puis a acheté des données également directement auprès de certaines entreprises pour ensuite les vendre à des partis politiques pour influencer le résultat des élections. Dans des comtés où, mettons... En ciblant les comtés où c'était le plus payant, parce que c'est là que c'était le plus serré. C'est ça, aussi que c'est serré. Puis là, ils peuvent essayer de faire pousser. Exact. Fait que tu sais, on se débarrassera pas des médias sociaux, puis c'est même pas... C'est pas ça l'idée. Il y a personne qui dit qu'il faut abolir ces affaires-là, mais ça n'a pas d'allure que ces entreprises-là fassent ce qu'elles veulent. Si toi, tu te pars une business, une entreprise minière, puis que tu veux miner, ben, je t'avertis, là, il y en a des règles à respecter. Tu peux pas récolter ce que tu veux. Tu peux pas le faire n'importe comment. Il va falloir que tu aies un permis. Si tu récoltes du minerai, tu vas payer une redevance. Il y a des règles. Tu te pars une entreprise forestière. Tu peux pas partir avec ta chainsaw dans le bois puis couper, ça marche pas, là. Il y a des endroits où tu as le droit, il y a des endroits où tu n'as pas le droit, il y a des règles, il y a des prix, il y a des bons. Les données personnelles, là, c'est une matière première aussi. C'est ça. À partir duquel on fait de l'argent. Ça doit être réglementé. Ça devrait être réglementé. Ben ouais. L'affaire, c'est que les entreprises se sont développées super rapidement. Puis les gouvernements sont pas mal en retard. Donc souvent, on ne sait même pas exactement qu'est-ce que collectent les entreprises et comment. OK. Donc, on a tout un travail de aussi moderniser les institutions qu'on a au Québec pour surveiller ces entreprises-là, puis au moins savoir qu'est-ce qu'elles collectent comme données puis qu'est-ce qu'elles font avec. En ce moment, c'est souvent des boîtes noires. On ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur. Ouais. Puis pour les enfants, c'était quoi que... Ben, là, tu sais, quand on parle de collecte de données, t'en as dans tous les domaines. T'sais, pour des gens comme toi et moi, ça va être beaucoup nos données de médias sociaux. Mais il y a de plus en plus un phénomène que les gens connaissent, c'est les objets connectés. Donc, par exemple, les assistants vocaux, là, les Alexa, c'est ça. Siri, OK Google, toutes ces affaires-là. Ça, c'est des objets connectés. Ça peut être bien pratique. Ça peut ouvrir ta lumière, fermer ta lumière, ouvrir ton store, ouvrir la radio, te donner la météo. Mais c'est prouvé que c'est des affaires... C'est des bidules qui écoutent en permanence ce qui se passe dans les pièces et qui collectent. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, tout ce que je vais te dire là est documenté. Par exemple, il entend une voix de bébé. Il entend un bébé pleurer. Le bidule, il est capable de reconnaître que c'est un pleur d'enfant. Fait qu'il va te présenter après ça de la publicité pour des couches. Parce qu'il y a un algorithme qui reconnaît c'est quoi un pleur d'enfant. Il pense à toutes eux autres, n'importe la moindre petite affaire. Ils vont reconnaître donc qu'il y a des enfants, ils vont te présenter de la publicité en conséquence. Ils vont reconnaître même dans les inflexions de la voix qu'il y a une chicane. Ils vont être capables de reconnaître qu'il y a eu une scène de conflit. Juste avec les tons de voix qui vont changer puis le volume qui va augmenter. Ils vont te présenter de la publicité en conséquence. Ils peuvent reconnaître certains mots puis te présenter de la publicité en conséquence. Si tu parles de « Hey, t'as-tu vu la dernière Honda Civic? Hey, papa, la dernière Honda Civic. » Tu ouvres ton téléphone, une demi-heure plus tard, il y a que des pubs d'Honda Civic. C'est pas une théorie du complot, là. C'est des pratiques. Mais ça marche, tu sais, si tu n'arrêtes pas de parler de kayak, à un moment donné, tu vas voir passer des annonces oui, après de ça, kayak. C'est sûr que si tu le vois sur l'autoroute, là, c'est peut-être toi qui se fais des idées. Mais les assistants personnels, moi, ça m'est déjà arrivé, c'est démontré. Puis, donc, tout ça pour dire qu'il y a aussi des jouets intelligents.
long détour pour parler des jouets intelligents, c'est la question que tu me posais. Avec les enfants, c'est maintenant des trucs qui existent. Tu vas chez Toys R Us, moi, ça fait je me rappelle pas la dernière fois que je suis allé chez Toys R Us, mais si on y allait ensemble, c'est plus juste une petite rangée, là. C'est des rangées et des rangées de jouets intelligents qui sont vendus comme étant des jouets, donc, qui vont s'adapter à ton enfant, puis qui vont proposer certains jeux en fonction de ce que l'algorithme va apprendre sur ton enfant. Il y a beaucoup de jouets maintenant qui vont reconnaître dans le visage de l'enfant certaines expressions. L'enfant peut parler au jouet, puis le jouet va lui répondre. Hey, c'est le fun, c'est interactif. Ouais, mais ça ramasse des données. C'est ça, faut que tu penses plus loin que ça. Ça ramasse des données, pas sur des adultes consentants, sur des enfants. Ça devrait-tu être légal, ça? Ça devrait-tu être légal? Parce que les publicités sont justement réglementées à ce que tu peux pas cibler un enfant. Tu n'as pas le droit de faire de pub sur les enfants au Québec. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'on devrait avoir le droit de récolter des données comme ça sur les enfants? C'est ça se tient pas debout. Il y a Option Consommateur qui avait fait un super beau dossier. Là. C'est facile à trouver sur Internet. Ça s'appelle Enfants sous surveillance. Ils ont fait ça en 2018. Faire un portrait de ce qu'il y avait sur le marché au Québec en termes de jouets intelligents, c'est un peu bad trippant. C'est un peu bad trippant. Je veux pas avoir l'air de faire des histoires de peur, là, mais c'est un peu bad trippant. Puis c'est un défi de société. Comment qu'on encadre ce nouveau phénomène-là? Ben, tu sais, il faut en parler. Déjà à base. Ça commence comme ça. C'est ça. Colin. Puis, pour essayer de contraindre les fuites de données, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Ou qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire? Avez-vous pensé à ça, vous autres, Québec solidaire? Déjà, il faudrait au Québec un UPAC des données personnelles. C'est-à-dire une institution là, dont la job, l'UPAC, c'est l'unité permanente anticorruption, là, qui a été mise sur pied pour lutter contre la corruption. Il y a eu la commission Charbonneau, on s'est dit, la corruption, c'est un maudit gros problème. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est donné une institution dont la principale mission, c'est la lutte contre la corruption. Là, tu vas me dire, ouais, ça n'a pas été un grand succès, l'UPAC. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Mais mettons, un UPAC qui fonctionne pour les données personnelles, comme société, on réalise que c'est un gros problème, mais on devrait mettre sur pied une institution de surveillance dont le mandat principal, c'est de surveiller les entreprises, surveiller le gouvernement aussi, les organismes publics, sur qu'est-ce qu'ils collectent comme données personnelles, comment ils les protègent, et s'ils les protègent mal, les remettre au pas, leur donner des amendes, les surveiller, enquêter. Bon, techniquement, ça existe, ça. Ça s'appelle la Commission d'accès à l'information. Tu en as sans doute jamais entendu parler, comme la plupart des gens, parce que c'est une organisation qui est tout petite, qui n'a pratiquement pas de ressources. Pour te donner une idée, j'ai rencontré récemment la présidente de la Commission d'accès à l'information. Je lui demande combien vous avez d'experts en technologie dans l'institution au complet. D'après toi, il y en a combien? Aucune idée, man. Il y en a qu'un? Une personne. Ah ouais? Fait qu'il y a une personne au Québec, expert en technologie, qui travaille pour le gouvernement, dont le mandat, c'est de surveiller ce que les entreprises font avec les données personnelles des Québécois. Sur toutes les entreprises? Pour toutes les entreprises du Québec. Il y a un expert. Ah ouais. Puis combien d'enquêteurs au total? 7. Il y a 7 personnes dont la job au Québec, c'est de surveiller les entreprises privées sur ce qu'ils font avec les données personnelles. Je veux dire, c'est ridicule. Il y a plus de gens pour inspecter tout, là. Je veux dire, c'est... Donc, ce qu'il faut, c'est injecter énormément d'argent du monde, de la technologie, des experts à la Commission d'accès à l'information pour en faire, la transformer en une espèce, voilà, comme j'appelle ça, là, une espèce d'UPAC des données personnelles, dont le mandat, ça va être de surveiller les entreprises, d'aller dans les entreprises. Toc, 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 bonjour, on rentre. Comment c'est protégé les données que vous récoltez? C'est-tu bien fait? C'est-tu broche à foin? Si c'est pas sécurisé, clang, une amende. Je veux dire, les données personnelles des gens, c'est précieux. Puis les entreprises doivent entendre ce message-là, puis elles doivent être mises au pas. Puis ça, c'est la job du gouvernement de faire ça. Ben moi, c'est la raison pourquoi j'avais peur du recensement, même si on soumet déjà mes informations. Là. Mais tu sais, je suis très réticent à vouloir en donner plus. Je comprends. Parce que si ça avait été genre juste Desjardins, tu fais comme OK, c'est une entreprise. Mais tu sais, quand il y a des fuites,
dans le gouvernement même. Ouais. Tu sais, c'était le ministère de l'Éducation, de la Famille, puis des Finances, qui a eu des fuites, Ouais. c'est ça. Je dis, Chris, ça me motive pas, les faire voir. Ah, vous pouvez le faire, puis tout est sécuritaire. Ben, Chris, vous m'avez écoute, prouvé que non, tabarnak. Il y a eu des fuites chez Desjardins, chez Capital One, il y a eu des fuites Ouais. chez Equifax. Il y a eu Equifax, qui est C'est l'entreprise ça. qui est censée surveiller les vols d'identité. Ils ont eu une fuite de données. Fait que, C'est ça. honnêtement, C'est là, rendu une joke, là, quasiment. il y en a eu dans les hôpitaux. Il y en a Ouais. partout des fuites de données, puis il y en a tout le temps. Puis honnêtement, il va toujours en avoir un peu. Je veux dire, il n'y aura jamais un risque zéro. Mais Ah non. entre zéro puis le free-for-all actuel, il y a une marge. là. C'est ça, puis le Far West, là. Exact. En ce moment, c'est le Far West. Exactement. Tout le monde se gonne. Donc, c'est le temps qu'il y ait un shérif. Mhm. On va commencer par ça. Ah ouais. Puis ça va, je pense déjà, on va se donner des outils pour améliorer la situation. Ouais. Mais ça, c'est-tu juste de votre bord ou, tu sais, même en politique, ça commence à se parler de, hey, il faudrait faire quelque chose, tu sais, peu importe le parti. C'est pas un enjeu qui est encore très discuté. Parce que c'est la nouvelle mine d'or. C'est la nouvelle mine d'or. C'est. Et ce n'est pas... aux États-Unis, je te dirais, ils commencent à avoir des débats. OK. Il y a eu des projets de loi de déposer, C'est notamment... pas juste site, là. Non, aux États-Unis, il y a eu quelques débats sur notamment... Il y a des sénateurs qui proposaient que les données... Comment dire? Que les gens soient propriétaires de leurs données. Que même si tu transmets une donnée, par exemple, à Google, Ça y appartient Google peut pas. l'utiliser, mais tu en es le propriétaire. Ouais. Ça, c'est des genres d'idées qui ont été avancées. Il y a d'autres endroits dans le monde où on discute d'une taxe sur les données, une data tax. Donc, l'idée de dire, puisqu'une donnée, c'est une mine d'or, c'est une ressource qui te permet de faire du profit, il faudrait qu'il y ait un prix, il faudrait qu'il y ait une genre de redevance sur la collecte de données. Ouais. Ça, c'est une autre idée qui circule. Donc, ça commence tranquillement, mais au Québec, c'est très, très loin d'être discuté, là. C'est loin encore d'être un enjeu chaud. Pourtant, je vais me répéter, mais ça et la crise écologique, pour moi, c'est dans les prochaines décennies deux enjeux fondamentaux. Ben oui. Fondamentaux. Ça va s'empirer de pire en pire. Hein. Ben, c'est-à-dire que là, en ce moment, ces entreprises-là, tu disais, c'est le Far West, là. C'est ça. C'est eux autres qui vont continuer, là. Mhm. C'est des entreprises extrêmement profitables. Ils font Les des pirates profits en profitent faramineux. Et il n'y a rien qui va les arrêter si c'est pas les citoyens et citoyennes qui démocratiquement disent « Wow, un instant, on va mettre des règles du jeu. » Ouais. Comme il y en a dans tous les marchés, dans toutes les industries. Il y a un autre sujet que je voulais te parler avant que. Parce que je sais que le temps avance. Puis je sais pas si tu es à l'aise aussi d'en parler, mais qu'est-ce que tu penses, puis où tu te positionnes, mettons, dans le débat sur la liberté d'expression qu'il y a. Tu sais, si on pogne dans le cas Mike Ward, Ouais. là, tu sais. Moi, je trouve que des fois, ces débats-là sont un peu mal partis. Mhm. C'est qu'on a d'un côté... C'est comme si tout le monde... D'un côté, tu as des gens qui provoquent, qui sont des provocateurs, qui aiment ça pousser la limite, puis qui savent très bien des fois ce qu'ils sont en train de faire. Qui savent très bien qu'ils sont en train de générer des réactions, qui poussent les limites volontairement. Puis moi, je tiens... C'est important pour moi de vivre dans une société où même les pires provocateurs peuvent s'exprimer. Sauf que maintenant, là, si tu pousses les limites, là, puis que, on s'entend, là, c'est des gens très intelligents souvent, là, qui savent très bien que c'est ça qu'ils sont en train de faire, qui savent très bien qui ils sont en train de provoquer. Et là, il y a du monde qui réagisse, puis qui dit « Hey, toi, là, ça n'a pas d'allure ce que tu as dit, puis moi, je trouve ça, mettons, moi, je trouve ça raciste, moi, je trouve ça sexiste, puis ton podcast ou ton show, je l'écouterai pas, puis je vais inviter mes amis à plus l'écouter. Ouais. Puis je vais l'écrire sur Facebook, on va faire une pétition pour dire que c'est pas correct ce que tu dis puis ce que tu fais. Puis là, ces gens-là, qui ont provoqué la situation, tout d'un coup se positionnent en victime. Ils disent « Ah, c'est épouvantable, on veut me museler, on attaque ma liberté d'expression. » Ben excuse-moi, Tipette, là. La liberté d'expression, là, c'est aussi la liberté de critiquer l'autre. Ouais. C'est aussi la liberté de dire « Moi, là, ton podcast, là, je trouve qu'il disait des affaires pas correctes, puis je l'écouterai pas, puis je vais inviter mes amis à pas l'écouter, puis on va faire une pétition, puis on va faire une manif contre ton podcast, puis tu sais quoi? Ça aussi, ça fait partie de la liberté d'expression. Mais sûr pas, ça va un peu trop loin. Tu sais, quand tu es prêt à faire une campagne, tu sais, as le droit La de pas liberté l'écouter. d'expression, c'est pas la liberté de moi, je dis ce que je veux, puis les autres n'ont pas le droit de m'envoyer promener. Là. Évidemment, on s'entend. Il y a des limites. Ouais. Il y a des limites. L'appel à la haine.
l'appel à la violence. La violence elle-même, c'est inacceptable dans toutes les circonstances, dans toutes les situations. Mais la liberté de critiquer quelqu'un sévèrement, parce qu'on n'a vraiment pas aimé ce qu'il a dit, c'est ça aussi la liberté d'expression. Tu peux pas avoir la liberté d'expression juste d'un bord. Moi, je dis ce que je veux, mais les autres, par exemple, ils n'ont pas le droit de me critiquer pour ce que j'ai dit. Ça marche pas. Puis moi, c'est ce deux pas de mesure-là qui m'énerve des fois. Moi, le monde qui décide de tester les limites de la liberté d'expression, j'ai pas de problème avec ça. Mais que je les entende pas chialer, si d'autres personnes utilisent leur liberté d'expression à eux pour dire « je suis pas d'accord », puis moi, je trouve ça irrespectueux, puis moi, je trouve ça raciste, puis moi, je trouve ça sexiste, ça aussi, c'est de la liberté d'expression. Il y a la liberté d'expression, puis il y a la liberté des autres de te critiquer, puis ça, c'est... Tu peux pas avoir un sans l'autre. Est-ce qu'après ça, c'est la job de l'État? Est-ce que c'est la job du gouvernement d'intervenir puis d'interdire certaines affaires? Ça, moi, je pense pas, sauf dans les situations où la loi est où il y a des limites qui sont franchies. Puis les limites, je les ai dit, c'est l'appel à la haine, c'est l'appel à la violence, c'est la diffamation. Puis ça, nos lois sont déjà claires là-dessus. Tu peux pas dire « Hey, toutes les X, c'est du monde de même. On serait donc bien au Québec si on les avait toutes éliminées. » Tu n'as pas le droit de dire ça, c'est illégal. Dans ces situations-là, là, le gouvernement doit intervenir, la police doit intervenir pour dire là, tu as franchi une limite, ça s'appelle l'appel à la haine, l'appel à la violence. Quand ces limites-là ne sont pas franchies, que le débat se fasse, mais que le monde qui provoque le débat ne se positionne pas en victime du fait qu'il y a un débat. Ça, moi, ça m'énerve. Okay. En anglais, on dit If you can't stand the heat, get out of the kitchen. Ouais. Si tu veux, là, fais-toi un podcast de décoration. Tu n'auras pas de problème. Mais si tu décides de faire un podcast où tu provoques, puis tu vas sur des enjeux que tu sais qui sont explosifs, puis que tu débarques sans prendre trop de précautions, béding, badang, ben là, mon pit, assume. Ben, des fois, c'est disproportionné, tu sais. Quand c'est rendu qu'ils vont faire du doxing, tu sais, de mettre les... Ah oui, c'est ça. Mais là, ça dépend. Bien sûr, là, tout le monde a droit à la sécurité. Tout le monde a droit à la dignité. Tout le monde a droit que ses enfants soient en sécurité. Je veux dire, ça, il y a des lois pour ça. Là. Il faut que la police fasse respecter ces lois-là. Fait que c'est pas ça que t'encourages. Non, mais tu sais, moi, des fois, je vois du monde, tu sais. Du monde qui se mettent en position de victime. Parce qu'une pétition qui circule sur Internet pour dire on veut pas aller acheter les billets de son show, par exemple. C'est quoi le problème? Ben, il est pas en danger. Moi non plus. Toujours de le monde. Ou le monde font une manif devant même un spectacle de quelqu'un pour dire je l'aime pas ce spectacle-là. C'est quoi le problème? La liberté d'expression, c'est aussi ça. Après ça, tu as raison de le dire, il y a des limites. Tu peux pas tout faire, tu peux pas tout dire des deux côtés. Tu peux pas faire n'importe quoi, tu peux pas mettre la sécurité des gens en danger, mais ça va des deux bords. Ça va des deux bords. Mais tu penses vraiment que l'État doit trancher si une blague est... Non. Moi, je pense que c'est pas la job de l'État. C'est ça. C'est pas la job de l'État. Moi, je pense que c'est ce que je disais tantôt. L'État, il intervient quand il y a appel à la haine, appel à la violence, quand il y a diffamation, quand il y a des limites objectives qui sont franchies, mais c'est quoi le bon goût? C'est quoi le mauvais goût? C'est quoi du bon humour? C'est quoi du mauvais humour? C'est pas la job du gouvernement ou des tribunaux à trancher ça. Par contre, quand tu testes les limites du bon goût, tombe pas des nues que du monde dise « Hey, c'est de mauvais goût, je suis fâché. » OK, c'est là que toi qui... C'est comme, regarde, mon pit, là. C'est ça ta démarche. Puis là, je parle pas de Mike Ward en particulier. Hein. J'ai pas vraiment suivi cette histoire-là en particulier. Je parle juste en général. En général, je pense que il y a du monde qui accuse les autres de fragilité, qui se regardent pas trop leur propre fragilité. On va dire ça comme ça. Parce que c'est ça, c'est que... Tu comprends ce que je veux dire? Mais il faut pas non plus mélanger, puis je suis pas en train de dire ce que tu faisais, là, mais tu sais, ça, faut pas mélanger non plus, tu sais, quelqu'un qui va écrire un statut sur Facebook, puis tu sais, comme un artiste qui fait un show dans une salle avec du monde consentant. C'est comme... moi, ça, c'est en effet une grosse différence. Il y a une différence entre une personne qui a une tribune publique puis un citoyen privé dans sa cour. T'sais, c'est pas la même game. Quand tu as une tribune publique, tu as un privilège d'avoir une tribune publique. Puis ça vient avec des responsabilités. Puis si tu fais un mauvais usage de ces responsabilités-là,
Je suis pas pour que la police vienne te sortir de ton lit. Jamais de la vie. Jamais, jamais de la vie. Mais ça se peut qu'il y a du monde qui soit pas content, puis qui te critique. Ouais. Puis qui écrivent une lettre ouverte dans le journal pour dire on l'aime pas, ce gars-là. Cette fille-là, on n'aime pas sa joke, puis on n'ira pas voir son spectacle. Ça aussi, ça fait partie de la liberté d'expression. Personne qui va interdire le spectacle. Là. Puis je me battrai toute ma vie pour pas que ça arrive. Mais tu peux pas faire un débat d'idées juste d'un bord. Mais tu peux pas dire moi, j'ai le droit de dire ce que je veux, puis les autres ont pas le droit de réagir à ce que je dis. Ça marche pas. Moi, je suis super pour ça, justement, que... ils diront qu'est-ce qu'ils voudront après. Là. Mais tu sais, quand il y a une campagne de salissage, une campagne de « Hey, on se met ensemble, on va appeler aux salles, on va faire de la pression aux diffuseurs, on va... » C'est comme « Hey, on le sait là, que tu l'aimes pas. » là. Après ça, les entreprises prendront leurs décisions. Les entreprises prendront leurs décisions. Je trouve que c'est pas ben un choix éclairé. Si t'as l'autre qui te menace de... ça dépend, exactement. Je veux dire, moi, les appels à la violence, ça va des deux bords, là. Les appels, menacer la sécurité des gens, ça va des deux bords. Mais ils vont faire passer ça sur le dos de la... on fait rien que manifester. Ouais, mais ta minute, là, t'es... Écoute, quand tu parles à des... Moi, là, dans mon métier, là, j'ai un énorme privilège, là. Je parle à des milliers de personnes presque à chaque jour quand je suis à l'Assemblée nationale. Je suis dans les médias presque à chaque jour. Ça vient avec une responsabilité. Si je dis une niaiserie, là, je vais me faire rentrer, je vais me faire démolir. Je vais me faire rentrer dedans. Puis tu sais quoi? J'ai signé pour ça. Ça fait partie de la game. À l'intérieur de certaines limites, bien sûr. Mais je te répète, il y a du monde qui pointe très facilement la fragilité des autres, puis qui se rendent pas compte que souvent, c'est eux qui font les fragiles. Le monde s'offense pour rien. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Toi, tu n'es pas en train de faire exactement ça, de t'offenser. Je reçois des commentaires méchants. Je veux dire, c'est ça, la liberté d'expression. Puis là, je dis méchant, pas des commentaires violents, pas des commentaires haineux. Ça, c'est illégal des deux bords. C'est illégal des deux bords. Faut faire la différence. De la part des gens qui ont un micro, comme de la part des gens qui se cachent derrière leur clavier. C'est tout le temps illégal, l'appel à la haine puis l'appel à la violence. Mais la liberté d'expression, c'est pas un truc à sens unique. Puis il faut que le monde qui a des tribunes assume que ça vient avec... Il y a des super bons côtés, il y a des privilèges qui viennent avec le fait d'avoir une tribune. Puis il y a aussi une partie qui est moins le fun, puis ça vient ensemble. Moi, je sais pas, je suis pas en train de dire non plus tu parlais de Radio X ou des affaires de même. Moi, je l'écoute pas. J'ai jamais même suivi ça, c'est un bon exemple. Les débats qui se passent. Mais j'avais l'impression que tu parlais un peu de ça. Non, mais ça, c'est un bon exemple. Le Radio X, là, leur modèle d'affaires, c'est quoi? C'est faire de la radio provocante. C'est de faire de la radio qui clash. C'est de s'en prendre à certains groupes de la société puis le taper dessus. Puis là, ils font ça. Puis vous êtes souvent les cibles aussi. Ouais, mais moi, je veux dire, ça m'empêche pas de dormir, man. Non. Mais là, après ça, si des citoyens ordinaires disaient, hey, nous, là, on trouve que Radio X, c'est mauvais pour le Québec. D'un, ils ont le droit d'avoir cette opinion-là. Puis dis-nous, là, on va appeler les compagnies qui achètent de la pub à Radio X, puis on va leur dire, hey, vous achetez de la pub à Radio X. Nous, on n'ira pas dans votre commerce parce que vous encouragez Radio X. Dans une société démocratique, là, le monde a le droit de faire ça. Tout comme ils peuvent dire, moi, j'achète pas de Coca-Cola parce que Coca-Cola exploite des travailleurs en Colombie. Tout comme, moi, j'achèterais pas des souliers Nike parce que c'est fait par des enfants au Bangladesh. Tout comme tu pourrais dire, moi, j'achèterais pas un F-150 parce que je trouve que ça pollue trop. Le monde, dans une société libre et démocratique, ils font les choix de consommation qu'ils veulent. Puis s'ils appellent une entreprise pour dire, toi, t'annonces à Radio X, moi, je trouve que Radio X, par exemple, moi, je trouve qu'ils sont homophobes et donc, je trouve que tu devrais pas annoncer là comme entreprise. L'entreprise, après, là, elle est libre de décider ce qu'elle veut. Il n'y a pas une vette de péter. Il n'y a pas de violence. Il n'y a pas d'appel à la haine. Il y a des gens qui expriment leur opinion. Puis les entreprises, ils prennent leurs décisions. Puis si le résultat, c'est que les entreprises disent à Radio X, écoutez, là, nous, on est en train de perdre des consommateurs parce que on vous finance puis que vous faites des affaires pas d'allure. Puis on est en train de réfléchir à peut-être retirer notre publicité. Puis admettons que ça faisait en sorte que le Radio X se dit, ouais, les gars, commence à perdre des annonceurs parce que on fait des affaires que le monde n'aime pas. Mais ça, man, c'est le libre marché. C'est le libre marché. C'est le public qui s'exprime.
puis il faut vivre avec ça. C'était-tu le gouvernement qui avait retiré des pubs? La Ville de Québec. C'est la Ville de Québec qui avait retiré ses pubs en disant, nous, on achète de la pub à Radio X. Puis là, Radio X s'est mis à avoir un discours qui était très, 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 très limite sur la question de la pandémie. Puis la Ville de Québec a dit, nous, c'était-tu des pubs? Sur la plug. C'était-tu des pubs pour genre prévenir? Ouais, c'est ça. T'as des pubs sur la sensibilisation aux mesures sanitaires. Là, Est-ce que je trouvais ça con, excuse de dire ça de même, mais... Le show commence, puis le gars, il dit « Hey, les mesures sanitaires, c'est n'importe quoi. » Puis le masque, puis tu sais... Si tu veux dire ça, mon pit, vas-y. Mais le droit constitutionnel à recevoir de la publicité du gouvernement, là, ça n'existe pas. Mais en même temps, c'est le public cible à rejoindre, à essayer de convaincre. Fait que s'il y a bien une place où il y a des pubs sur faire attention de la COVID... Puis c'est un bon argument. Oh oui, c'est là, faut que c'est un bon argument. Puis dans le fond, moi, je vais juste dire que quand Radio X se met à faire la victime... Ouais, c'est ça. On veut nous censurer. En disant, on est victime de... C'est épouvantable, on est victime de censure. Non, la censure, c'est quoi? Là? La censure, là, dans les pays où il y a de la censure, c'est la police qui débarque et qui coupe le fil du micro. Puis ça n'existe pas au Québec, puis c'est tant mieux. Je voudrais jamais que ça existe. Mais il n'y a pas de droit fondamental à recevoir de la publicité du gouvernement. Tout comme il n'y a pas de droit fondamental à ce que les gens t'achètent des billets ou à ce que les gens écoutent ton podcast ou à ce que les gens t'applaudissent. Tu as un droit de dire ce que tu penses à l'intérieur, encore une fois, des limites de la violence puis de l'appel à la haine, mais t'as pas de droit à être aimé puis apprécié par les gens. Ça n'existe pas. Le monde a le droit d'être fâché contre toi. OK. Mais en tout cas, je suis content d'avoir eu ton opinion là-dessus. Là, il nous reste encore du temps? Je sais que... Il nous reste un peu de temps. Ouais, 5 minutes. Bon, OK. Fait que 5 minutes là-dessus. Justement, qu'est-ce que tu penses d'Éric Duhem qui se lance en politique? Écoute, je souhaite bonne chance. Je souhaite bonne chance. Moi, je pense que ce qu'il porte comme idée, je pense pas que ça va rejoindre les Québécois et les Québécoises. Là. Je pense que les gens au Québec savent qu'il y a un problème avec le système de santé, mais je pense pas qu'ils veulent le privatiser. Je pense qu'ils veulent que ça s'améliore, mais je pense pas qu'ils veulent que ce soit une business comme aux États-Unis. Je pense que les gens au Québec, ils sont attachés à l'égalité entre les hommes et les femmes. Je pense que ça fait partie de ce qu'on veut comme projet de société. Je pense que le monde, ils veulent des meilleurs services publics. Ils veulent des hôpitaux qui marchent mieux. Ils veulent des écoles qui marchent mieux. Ils veulent des routes qui ne sont pas complètement scrappées. Puis qui sont prêtes à payer de l'impôt pour que les affaires fonctionnent bien. Fait qu'ils fassent ses petites affaires. Mais moi, je pense que la plupart des Québécois ne le suivront pas dans son projet, qui est un projet vraiment, vraiment de droite. Là. Vraiment de droite. Toi, ça t'arrive-tu des fois que tu as des dossiers où ce que justement tu vas être un peu plus de droite dans tes ça dépend qu'est-ce que tu veux dire par de droite. Mais mettons sur la liberté d'expression, là, l'opinion que je viens de t'exprimer, c'est une opinion qui est très modérée. C'est-à-dire que moi, je crois profondément à la liberté d'expression. Je pense que l'État doit intervenir de manière seulement vraiment là, exceptionnelle pour baliser la liberté d'expression, dans les cas vraiment clairs d'appel à la haine puis d'appel à la violence. Donc, moi, si par droite, tu veux dire défendre, par exemple, les libertés individuelles, sur le débat qu'on vient d'avoir, je pense que c'est une position qui est très modérée puis qui laisse une grande place au débat d'idées. Ouais. Ben c'est ça, moi, par droite, moi, je suis pas tant dans la politique. C'était plus une question de laisser aller de si toi, tu trouvais que des fois... Pour moi, la gauche, c'est quoi? T'sais? C'est ça. Pour moi, la gauche, c'est la justice. C'est la justice. C'est l'égalité entre tout le monde. Tout le monde est égal. Tout le monde a les mêmes droits. Tout le monde a les mêmes possibilités dans une société. Je vois que c'est plus communautaire, d'habitude, la gauche. Oui, bien c'est ça. C'est l'égalité. Pour moi, c'est la valeur fondamentale, c'est l'égalité. Il faut que les gens aient les mêmes possibilités dans la vie. C'est pas normal que selon où tu nais, t'aies soit d'excellentes chances de faire tout ce que tu as envie de faire dans la vie ou que tu n'aies pratiquement aucune chance. C'est pas normal. Pour moi, c'est ça, être de gauche. Puis pour moi, être de la droite, ma définition très personnelle, c'est de penser que dans une société, c'est normal qu'il y ait des inégalités importantes, que c'est normal qu'il y ait une élite qui gouverne puis une majorité de gens qui soient gouvernés par cette élite-là. Puis que c'est les meilleurs qui vont l'emporter. Puis que, regarde, si toi, tu te débrouilles puis que tu fais fortune,
ben écoute, c'est grâce à ton génie personnel, puis t'es un self-made man, puis donc l'État n'a pas d'affaire à venir te chercher de l'impôt parce que c'est ton argent chèrement gagné. Ça, pour moi, c'est une réflexion typiquement de droite, puis une réflexion typiquement de gauche, c'est de dire, ben oui, en effet, tant mieux, man, si t'as fait fortune, mais t'as encore une responsabilité envers les autres. Puis t'as encore une responsabilité pour que pas juste toi t'ailles bien, mais que la société aille bien, puis ça passe par la solidarité. Ouais. Fait que moi, c'est sûr que c'est ça qui me drive dans la vie, c'est de penser que on est toujours redevable à la société. On est toujours redevable aux autres. T'as beau être un millionnaire, la route sur laquelle tu roules, il y a quelqu'un qui l'a construit. Ouais. Puis l'aéroport dans lequel atterrit ton jet privé, il y a quelqu'un qui vient chercher le bagage là, en arrière. Là. Puis il y a quelqu'un qui nettoie le plancher là, de l'aéroport sur lequel tu marches avec tes souliers à 2000$. On a tous besoin les uns des autres pour que la société fonctionne. Puis c'est pour ça que la solidarité, c'est important. Ça, pour moi, c'est ça la gauche. OK. Puis je voulais savoir aussi, dans un parti, justement, ça qui est le plus à gauche, est-ce que c'est dur de garder l'unité des fois? Est-ce qu'il y en a des fois qui sont plus progressistes, qui vont avoir des valeurs plus intenses? C'est pas le bon mot, là, mais c'est-tu difficile de garder l'unité? Grosso modo, il y a deux types de partis. Tu as des partis comme la CAQ, où il y a un boss qui décide de tout. Mm-hmm. Puis il y a des partis où il y a de la démocratie à l'intérieur. C'est-à-dire on rassemble les membres puis on débat. Est-ce qu'on devrait prendre position pour ceci? Est-ce qu'on devrait prendre position contre cela? L'avantage d'un modèle comme la CAQ avec François Legault, c'est qu'il y a un boss qui décide tout. Ça va vite, ça va bien. Sauf quand tu veux changer le monde, là, quand tu veux transformer la société, là, tu peux pas faire ça tout seul. L'avantage, le désavantage des partis démocratiques, où il y a plein de débats, plein de discussions, plein de membres qui se rencontrent pour échanger, comme à Québec solidaire, le désavantage, c'est que ça se chicane des fois. Ouais. C'est que des fois, c'est plus long de prendre une décision parce qu'il y a plus de tatouinage. Puis bon, ça, c'est le désavantage. L'avantage, c'est quoi? C'est que tu peux faire des grandes choses puis tu peux changer les choses. Tu sais, le mouvement étudiant en 2012, pourquoi est-ce qu'il y avait autant de monde qui se mobilisait? Pourquoi est-ce qu'on a réussi à gagner? C'est parce que c'était un mouvement qui était populaire, où il y avait plein de gens qui s'impliquaient et qui avaient un mot à dire dans la construction de ce mouvement-là. Fait que ça vient avec des avantages et des désavantages. Des fois, c'est agaçant, la démocratie à l'intérieur d'un parti, parce que t'es comme, ça fait pas mal de chicanes. T'sais. Fait que oui, des fois, tu te dis, c'est pas le bout le fun. Mais au final, le résultat des courses, moi, je pense que c'est comme ça qu'on peut changer les choses, quand on se met en gang. Pas quand on est tout seul dans son bureau. Mais il y en a-tu qui veulent partir des fois? Oui, puis c'est correct. C'est correct, ça. C'est super correct, ça. Si tu t'impliques dans un parti, puis que finalement le parti il change, puis que tu te reconnais plus dedans, ou que toi tu changes, puis que tu te reconnais plus dans le parti, ben oui, c'est super correct. Pars-toi-en un autre, tu peux en avoir 2, 5, 10, 25, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Okay. Ça fait partie de la démocratie. Mais ça serait pas mieux, justement, que tout le monde soit indépendant, puis tout le monde représente. Mettons à l'Assemblée nationale? Ouais, ils sont comptés. C'est une bonne question. Comme Catherine Fournier. Ouais. Ben, l'avantage, c'est la flexibilité. C'est que chaque député pourrait toujours voter en son âme et conscience pour ce que lui, il pense. Mm-hmm. Ça, je comprends, c'est un avantage. Mais tu sais, un parti politique, c'est aussi comme construire un projet ensemble. C'est un truc qui est collectif. Puis il n'y aura jamais un parti qui va représenter 100% de nos idées. Sinon, on aurait chacun notre parti. Mais il y aurait moins de partisanerie, par exemple, tu sais. Oui, mais est-ce que tu peux changer les choses seul? Comment tu construis un mouvement si tout le monde est centré sur moi, je pense, ma petite affaire? La politique, c'est un sport d'équipe. C'est pas un sport individuel. Puis quand tu joues en équipe, dans un sport d'équipe, je sais pas si tu joues dans un sport d'équipe, moi je joue au hockey, tu sais, tu te donnes un style de jeu, tu te donnes une stratégie, tu te nommes un capitaine, tu as un plan de match, puis c'est sûr que l'équipe, elle joue pas tout le temps comment toi tu voudrais, toujours qu'elle joue. Puis peut-être que ta position dans l'équipe, ça serait pas exactement celle que toi tu voudrais. Mais c'est comme ça qu'on gagne, en faisant les choses en groupe. Fait que pour moi, un parti, je vois ça comme ça. C'est jamais parfait, c'est jamais exactement ce que nous on pense, mais c'est la force du groupe. Puis je pense que la force du groupe, ça vaut la peine des fois de faire certains compromis puis certains sacrifices sur des petites opinions personnelles. OK. Quand ces compromis-là deviennent trop grands ou trop douloureux, là, c'est le temps de
sortir du parti ou d'en faire un autre. Hey, merci beaucoup, Gabriel. Ça me fait plaisir. C'est super apprécié. J'espère que j'ai pas trop pris de votre temps. Non, c'est correct. Mais c'était une très belle discussion. Ça me fait vraiment plaisir. Si tu veux plugger quelque chose pour la fin du podcast, suivez-nous. Suivez-moi sur les médias sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Aussi ton pas podcast. Encore sur TikTok. Ton podcast. Pas encore. Oui, j'ai pas encore sur TikTok. Pas encore sur TikTok. Non, tu vas pas faire des petites danses? Non, j'ai pas apprivoisé la bête encore. Puis les comptes de Québec solidaire aussi. Le parti est sur l'ensemble des plateformes. Vous pouvez nous suivre. On essaie de faire du contenu de fun, d'intéresser le monde à la politique de manière non conventionnelle. Fait que, suivez-nous, puis écrivez-nous, posez-nous vos questions. Puis au début, tu sais, le dites-nous podcast, quand vous n'êtes pas d'accord aussi. On est capable d'en prendre. Ouais, OK. Puis tu avais ton podcast aussi. Ouais, là. mon podcast qui est malheureusement terminé, ouais. Mais dont tous les épisodes sont en ligne. Donc, ça s'appelle le Comité des idées dangereuses. Et vous pouvez prendre ça sur toutes les belles plateformes où vous prenez vos balados. Bon, ben parfait. Thank you. Ça me fait plaisir, man. Merci tout le monde d'avoir écouté. C'est super apprécié. Un gros merci à Gabriel Nadeau-Dubois. Puis je te souhaite une bonne lancée, mon chum. Ça m'a fait plaisir. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom.